Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Bienvenue dans notre nouveau numéro d'Au-delà des mots, qui ce soir sera consacré, une fois n'est pas coutume, à Joao. Voilà, nous avons déjà eu le plaisir d'accueillir Jean-Pierre Anchol, qui était venu nous raconter son périple outre-Atlantique. Et aujourd'hui, pour faire un petit peu le contrebalancement, nous invitons Marie-Mireille, qui elle-même a fait le voyage. Mais nous allons aborder ce périple d'une autre façon, plus sur le côté parce que ça a apporté tout ça, etc., etc. Voilà. Alors bonsoir Marie-Mireille, comment vas-tu? Bonsoir Jeff, ça va, merci bien, et toi? Ça va, impeccable. Content de te recevoir et puis de partager avec toi ce que tu peux nous apporter du Brésil, oui. Quoi. Ça marche. Voilà. Oui. Autrement que la chaleur du pays, quoi, on va dire. Oui, voilà. c'est sûr. Alors, tu es parti quand là-bas au Brésil, voir Joao? Oui, c'était le lundi de Pâques, en fait, le 21 avril, et c'était un séjour qui a duré 3 semaines. D'accord. Et je suis revenue le 12 mai dernier. D'accord. Oh, t'es quand même resté pas mal de temps. Hein. Ouais. Mais c'est vrai que j'oserais dire, c'est un minimum. Bon, c'est vrai qu'il y a 2 formules, il y a 2 possibilités. Soit on peut y aller pour 3 semaines, sinon pour les personnes qui peuvent pas plus, il y a des possibilités d'y aller 2 semaines. Mais je dirais, en fait, ce qui coûte le plus cher, c'est pas le séjour sur place, c'est surtout le voyage, le prix du billet. Et quand on est là-bas, si on peut se permettre les 3 semaines, c'est pas mal. D'accord. Tu as trouvé un hébergement à moindre frais là-bas? En fait, c'est vrai que la plupart des hébergements, ils sont autour de ce quartier à Badiania même, et ils se valent. Et là où j'étais, donc pour information, c'était l'hôtel Saint-Raphaël, qui au niveau rapport qualité-prix est un des mieux a priori, d'après ce qui se dit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils tiennent compte des impératifs qu'on a par rapport aux soins qu'on reçoit à la Casa, parce que c'est là où ça s'appelle, c'est le nom du lieu, la Casa Don Ignacio. Là où officie Joao, quoi. Hein. Voilà, là où officie Joao, ils tiennent compte de cette problématique-là et on aura l'occasion d'en parler. Pourquoi ça peut avoir toute son importance. Donc c'est un hôtel à retenir en tout cas. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie ou qu'est-ce qui t'a suggéré le fait de partir de l'autre côté, quoi, là-bas? En fait, c'est vrai qu'il y a le fait c'est que Joao il est réputé être un des guérisseurs les plus puissants de ce monde, et j'avais aussi envie d'aller voir par moi-même, de voir comment les choses se passent. Et aussi, c'est le fait que c'est présenté comme étant un des centres de désobsession, on appelle ça, pour retirer tout ce qui est entité obsessionnelle et tous les blocages qu'on a dans notre vie et qui nous empêchent d'avancer dans nos vies, en fait. Et une des causes de ces blocages-là, c'est la présence de ce qu'on nomme ces entités obsessionnelles, entre autres, et qui sont pas faciles à retirer, même par les médiums normaux, entre guillemets. Traditionnels, on va dire. Voilà, même les médiums traditionnels, même les plus forts d'entre eux. Et il fait partie la Casa fait partie de ces centres où par contre on peut y aller. Et j'ai eu à rencontrer en fait une jeune femme parmi le groupe que nous a présenté, la guide qui nous a emmenés là-bas. Une de ces jeunes femmes qui avait participé à ce voyage et qui racontait son témoignage. Et avant d'y aller, elle était dans un état assez difficile à vivre, du fait de la présence de ces entités. Et quand elle nous en parlait, mais c'était vraiment le jour et la nuit, quoi. Et ça a fait écho par rapport à ce que je vivais. Et je me suis dit, si ça marchait pour elle, pourquoi ça marcherait pas pour moi, quoi. Et donc c'est ce qui m'a motivé à y aller. Et donc du coup, le voyage a pu se faire dans des conditions presque miraculeuses. Comme quoi, quand les choses doivent se faire, ça se fait. Mais oui. Mais je suis étonné aussi que tu ailles faire soigner quelque chose qui ne se voit pas, en fait. C'est toute la subtilité de l'affaire, en fait. Oui. C'est vrai que c'est un sujet qui fait presque office de sujet tabou. C'est pour le commun des Cartésiens, c'est quelque chose de complètement inconcevable. Mais ça n'empêche que c'est dans la vie qu'on vit qu'on
quand on s'en aperçoit de tous ces sources de blocage, on s'aperçoit qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas, quoi. Et mis à part tout ce qu'on peut trouver de rationnel, on se tourne vers ce secteur-là en disant, donc, on peut chercher des réponses par rapport à ça. Et c'est un domaine auquel je suis assez réceptive. Et bon, pour avoir eu à côtoyer des médiums ou des groupes de stages de développement personnel, c'est vrai que ça peut paraître bizarre parce que c'est un milieu nous on les voit pas, mais eux sont censés nous voir. Mais bon, maintenant quelle est la part vraie de tout ça, c'est toute la question. C'est plus subtil, on va dire. Subtil, voilà. Ouais. Et ce à quoi j'avais été sensible aussi, c'est que j'avais eu à avoir des lectures sur le sujet, où par exemple des personnes qui sont prises par des entités vont avoir dans le cadre des blocages, des réponses dans le cadre de démarches administratives qui sont amenées à faire et qui mettent des mois et des mois à se solutionner. Et le simple fait de faire ce travail, de retirer les entités, comme par hasard, comme par enchantement, tout finit par se débloquer. Les personnes ont les réponses qu'ils attendent et les portes s'ouvrent, quoi. Et je me suis dit, je vais tester, pourquoi pas moi. D'accord, mais sur un point de vue physique, comment ressentais-tu ce côté emprise de l'entité, par exemple? C'est beaucoup de troubles de l'humeur, par exemple. On va avoir l'humeur pas toujours très positive, très joyeuse, avoir tendance à broyer du noir, à être toujours ça va être le cas d'être sujette à des dépressions que j'ai vécues pendant des années et des années. C'est des pulsions, comme on dit, qui sont autodestructrices. Dans le cadre de ce qui m'avait été indiqué, j'avais eu à voir, la médium que j'avais vue, c'était celle qui a été notre guide pour aller au Brésil, qui m'avait fait, lors de la dernière consultation que j'avais fait avec elle, disait que cette entité obsessionnelle que j'avais était vraiment déterminée à me pousser à bout, quoi. Jusqu'à avoir des idées suicidaires, à faire en sorte que j'en finisse une bonne fois pour toutes, quoi. Et ce qui se vérifie dans ma vie de tous les jours, c'est que j'ai été amenée à plusieurs reprises à voir ce type d'idées, et tellement un peu comme si on est poussé à bout, et tellement les choses n'ont pas dans notre vie à un point. Et je me dis, mais si c'est vraiment son emprise qui est à ce point-là à induire ces pulsions autodestructrices, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour m'en libérer, quoi. Oui, je comprends. Et au Brésil, le Brésil a paru être, puisque c'est censé être un de ces centres de désobsession, une solution, en espérant que c'est porter ses fruits et tout ça. Et voilà ce qui m'a amené à aller là-bas. Mais c'est quand même pas mal, quoi. Mais est-ce que le fait d'avoir des idées de suicide et tout ça, est-ce que ça ne peut pas être non plus quelque chose de plus psychologique que de penser forcément que ce soit une entité qui soit là, quoi? Ouais, ça peut être possible, mais en fait, ce qui ressort par rapport, que ce soit aux lectures que j'ai été amenée à faire ou les personnes avec qui j'ai eu à aborder le sujet, que même la nature psychologique, en fait, recèle, c'est la source, l'origine d'où ça vient. Et c'est quand il y a cet aspect récurrent, que ça fait des années, parce qu'on pourrait dire, effectivement, que si c'est de source psychologique, donc l'antidote à cet aspect-là, par exemple, un antidépresseur ou un anxiolytique, ça pourrait solutionner le problème. Oui, or, c'est pas forcément. le cas. Et c'est quand on s'aperçoit que malgré ça persiste, il y a comme des résistances. C'est comme, vous savez, quand il y a, on va faire un examen pour une douleur qu'on va avoir à telle partie du corps, et que on a beau faire tous les examens possibles et on trouve rien. Et malgré tout, la douleur, elle persiste. Eh oui. On va dire qu'il y a un côté psychosomatique, etc. Mais il y a, et la cause, si on cherche à vraiment aller à l'origine de la cause, on peut trouver des choses surprenantes. Et c'est comment dire. Et ça fait partie des domaines qui sont très peu explorés, qu'on connaît très très peu. Et dès qu'on commence à aborder ça, c'est vrai qu'on se met sur ses gardes. Attention, ça peut être du charlatanisme et autres. Mais bon, il y a, c'est pas faux, quoi.
D'accord. Mais donc avant de partir, j'imagine, tu avais consulté un médium ou quelqu'un qui est justement qui a pu te dire que tu avais peut-être des entités malveillantes accrochées à toi ou Voilà, oui, oui, oui. j'imagine quoi. Oui, effectivement, ça fait plusieurs années en fait que j'ai investigué sur le sujet. C'est que s'il arrive à un moment de notre vie, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui nous empêche d'aller de l'avant, de pouvoir avancer dans notre vie. Et j'ai eu à consulter un certain nombre de médiums, de voyants, de personnes qui peuvent essayer de trouver une réponse, même si elle paraît pas rationnelle. Et c'est vraiment la dernière personne que j'ai eu à rencontrer, la guide qui nous a emmenés là-bas, c'est un peu elle qui m'a permise de rassembler les pièces du puzzle, en fait. De me permettre de comprendre d'où ça peut bien venir et d'après les réponses qu'elle m'a indiquées, ça semblait couler de source et ça m'a permis de vérifier, de confirmer quelques faits qui se produisaient dans ma vie, quoi. D'accord. Oui, effectivement. Mais donc cette médium qui t'a accompagné, que tu as accompagné là-bas au Brésil, tu la connaissais d'avant ou c'est quelqu'un que tu as consulté justement parce que tu avais ce problème? Voilà. Et oui, en fait, c'est un assez sympathique concours de circonstances qui m'a permis de venir à elle. Oui. Et elle m'avait son nom m'a été transmis par une hypnothérapeute que j'avais vue précédemment. Et c'était notamment cette hypnothérapeute-là, quelqu'un avec qui le contact et les consultations se passaient super bien, mais je percevais quand même que j'étais comme arrivée aux limites de ce que je pouvais voir avec elle, comme si ça ne répondait pas à mes questionnements. Et je lui ai demandé si vraiment elle pouvait m'aider à m'adresser à quelqu'un qui pouvait vraiment répondre à cette problématique. Elle m'a donné son nom et j'ai cherché sur Google, je suis tombée sur son site et c'est là où elle indique donc qu'elle a la possibilité de mettre en lumière ces éléments qui coincent dans nos vies et c'est aussi sur son site que j'ai vu qu'elle qu'elle était guide, qu'elle organisait ses voyages au Brésil et c'est de fil en aiguille à force de me renseigner par rapport à son site que j'ai pu arriver à ce résultat-là, quoi. D'accord. Et vous étiez combien à partir de France, on va dire? Avec elle, oui. C'est Nathalie, son prénom. Ah oui, Nathalie, on va dire. Ouais, voilà, on était un petit peu moins d'une vingtaine, on était 18 ou 19 personnes. On était 18 personnes, elle était la 19e, donc ajoutée à nous. D'accord. Et il y a d'autres guides, ils y vont, ils sont 40, 50 personnes. Enfin, je sais pas comment ils font de leur côté, hein, mais le fait est, c'est que Nathalie, elle avait vraiment à cœur de vraiment prendre soin de nous, de veiller à ce que tout se passe bien, qu'on respecte bien les règles qui nous sont données à suivre pour favoriser le bon suivi des guérisons, etc. Et une vingtaine de personnes, c'est le grand maximum, je trouve. D'accord. Mais Nathalie s'est pas occupée quand même de ces 20 personnes en tant que médium quand même, si? Non, en fait, c'est vrai que ce sont des personnes qui ont pris contact avec elle, mais plus à titre individuel. Maintenant, certains d'entre eux ont eu des consultations individuelles avec elle, mais c'est pas le cas de tout le monde. En ce qui me concerne, j'ai eu la chance en fait d'avoir en amont avoir ces quelques consultations avec elle qui m'ont permis de mettre en évidence cette notion d'entité obsessionnelle, parce que c'est vrai que c'est par rapport à elle que j'ai eu cette notion-là. Avant elle, je ne savais pas des connaissances aussi poussées. Donc, ça date du mois de novembre-décembre dernier que j'ai eu les premiers contacts avec Nathalie, en fait. D'accord. Et ce qui est bien par rapport à l'expérience que j'en ai, c'est que l'objet du voyage quand on va là-bas, parce que en fait on se présente devant Joao, mais on lui pose une question ou on lui demande une guérison par rapport à une maladie ou la problématique qu'on a. Et c'est bien aussi d'y aller, quand Nathalie, on consulte avec elle et qu'elle met en évidence la présence de ces entités, par exemple, ou de ces sources de blocage, ça peut faire partie des questions, des requêtes qu'on peut poser à Joao. D'accord. Et il y a des personnes qui sont venues, j'ai sympathisé avec des personnes qui sont venues, mais de leur côté ou dans d'autres groupes, qui n'avaient pas conscience de ça, que
des entités pouvaient être des sources de blocage dans leur vie, et quand ils viennent, ils posent des questions par rapport aux problématiques qu'ils ont, mais ils zappent, ils peuvent être amenés à zapper ce côté-là, et les blocages continuent dans leur vie, par exemple. D'accord. C'est bien de pouvoir cerner le pourquoi on y va. Ben oui, c'est important quand même voilà, parce que toi, on voit que c'est quand même un problème qui venait de l'intérieur mais qui avait besoin de partir en fait, tout simplement. Hein. Voilà, et donc tu as rencontré cette médium, donc Nathalie. Donc elle a décelé que tu avais des entités accrochées à toi, on va dire. Voilà. Et de là, elle t'a dit, écoute, tu viens avec moi, on va voir Joao, et puis. Non, en fait, c'est pas elle qui propose, c'est vraiment, c'est de nous-mêmes, quoi. En fait, c'est pas elle qui dit, voilà, vous venez. Bon, elle fait des conférences sur le sujet pour expliquer le processus de guérison, comment ça se passe, et elle fait ce partage d'expérience. Mais en fait, c'est vrai que la volonté de venir, c'est de nous que ça vient, quoi, en fait. Et on va vers elle, on lui fait part de notre désir. Oui, mais c'est un peu orienté quand même, parce que bon, vous savez très bien qu'elle y va, donc forcément il y a un désir qui va se créer, un désir d'y aller, forcément. Il y a rien de plus humain, c'est normal. Ouais. Quoi. En fait, déjà c'était déjà, enfin, comment dire, la notion d'orienté, je sais pas trop, mais ce que je sais, c'est que c'est plus moi qui est poussé vraiment à sa porte pour dire j'ai vraiment envie d'y aller. Quoi. Voilà, oui, mais c'est ce que je dis en même temps. Hein. Mais je le dis que en allant la voir, quelque part, sachant qu'elle faisait des conférences sur le sujet, etc., au fond de toi, tu devais bien te dire que à un moment ou à un autre, tu irais peut-être voir Joao, quoi. Effectivement, mais. Bah oui, c'est logique pour moi. Oui, voilà. Puis le fait de savoir qu'elle était guide, enfin, c'était un peu pratique. Ça, c'était le côté pratique pour moi, quoi. Bon, le fait que du coup j'ai pu avoir un suivi vraiment personnalisé avec elle et le fait de se savoir accompagner dans le cadre des consultations et de savoir qu'elle est guide aussi, c'était pratique. Enfin, ça avait un côté tout en un qui fait que j'avais pas à chercher à 50 endroits différents. Bah oui, all in one comme on dit. Ouais, c'est vrai que de ce côté-là c'était assez pratique et du coup, j'ai bien aimé la manière dont je m'y suis pris, c'est que j'ai eu cet accompagnement en amont et ça m'a permis de cerner la problématique et ensuite de pouvoir y aller en posant les bonnes questions, en faisant les demandes comme il faut, parce qu'il y a des personnes, c'est pas qu'elles étaient perdues, mais du coup, la nature des questions était pas, comment dire, ça englobait pas toutes les problématiques que ces personnes pouvaient avoir. Et si j'ai un conseil à donner, bon, c'est pas que je fasse de la pub pour elle, bien loin de là. C'est parce que bon, c'est le fait que je la connais. C'est la seule personne que je connaisse qui peut faire un accompagnement aussi complet. Sinon, j'ai connaissance d'autres guides aussi, mais je sais pas s'ils sont médiums, s'ils peuvent avoir des accompagnements de cette qualité-là. Mais si ils entreprennent de faire un voyage dans ce sens, c'est déjà de cerner, de s'assurer, voir déjà dans la manière comment ça se passe dans leur vie, s'il n'y a pas de nécessité de faire retirer ce type de problématiques, par exemple. Parce qu'après, on peut y aller aussi parce que les personnes qui y vont, ils ont des maladies comme des cancers, ils ont j'ai entendu des choses vraiment importantes. J'ai entendu qu'il y avait des gens qui étaient vraiment, qui étaient même en fin de vie, hein, qui allaient. Hein. Ah oui. Là, j'ai eu l'exemple. J'avais fait un mini reportage pour partager mon expérience que j'ai mise sur ma page Facebook, par exemple, où j'ai eu la chance d'interroger un des guides qui est parti là-bas et qui se trouve être quelqu'un à qui on avait diagnostiqué un cancer du foie en stade terminal et il devait mourir, ce monsieur. Ah oui. Et il était à un point où la chance qu'il a eue, c'est d'être tombé sur une de ses connaissances, dont la mère était médecin et notamment qui était partie se faire soigner là-bas. Et donc, il lui a conseillé, en fait, de dire, voilà, il avait rien à perdre à y aller et tout à gagner. Alors, autant il était considéré comme condamné par le corps médical, il est parti là-bas et il est resté, il s'est donné les moyens. Il est resté 4 mois et à l'issue des 4 mois, quand il est revenu en France, c'est quelqu'un qui vit en France, il a causé l'incompréhension et l'incrédibilité des médecins qui le suivaient. Ils comprenaient parce que le cancer avait complètement disparu, il n'y avait plus rien.
Mais oui. Mais comment ça, au niveau de l'Église, je sais pas, j'ai envie de parler de ça. Au niveau de l'Église, comment est considéré Joao, parce que quelque part, on peut dire que c'est un second Messie s'il fait autant de miracles, parce que c'est des miracles en fait. Hein. En fait, c'est des miracles. Disons que c'est quand il parle de ce qu'il fait, il dit c'est pas lui-même qui guérit, mais c'est Dieu qui guérit à travers lui et qui n'est que l'instrument. Et ce qui se passe, c'est que c'est quelqu'un, enfin, je sais pas si les auditeurs ont la notion de ça. Enfin, on dit, il se fait incorporer par ce que j'appelle des entités de lumière, parce que effectivement, il y a les entités, il y a dans les deux sens, quoi. Il y a le côté tourné vers la lumière et tourné du côté de l'ombre. Voilà. Cette caractéristique obsessionnelle. Et lui, il se fait incorporer par, c'était des personnes qui étaient des anciens médecins quand ils ont eu une incarnation terrestre, et là, ils sont dans l'incarnation, ils sont restés, au même stade des êtres de lumière, quoi. C'est un peu comme George Chapman, hein. C'est un peu la même chose, hein. Oui. Je sais qu'il y a un film très très bien aussi qui retrace la vie d'un docteur qui s'appelle André Louise. Ah oui, André Louise, c'est nos solars, hein. C'est voilà. Hein. Voilà, et en fait, c'est le même principe. Comme André Louise, il y a eu ces médecins, il y a entre autres, c'est Augusto de Almeida, il y a Osvaldo Cruz, il y a aussi Dom Ignacio de Loyola, pour donner les exemples des personnes qui viennent à incorporer Joao. En fait, Joao en lui-même, quand tu le vois, bon, c'est un commun des lambda comme nous, quoi, sauf que il a eu cette particularité d'avoir été repéré par ces entités de lumière, et ils ont décidé quand il avait 16 ans de dire voilà, c'est toi qu'on choisit pour pouvoir assurer cette mission de vie. Et c'est vrai que en fait, vis-à-vis de l'Église, c'est comme si il leur faisait de l'ombre, en fait. Enfin, il a été pas mal attaqué. Oui. Il était un peu considéré comme un concurrent déloyal, quoi. Et c'est de la même manière que ça se passait au niveau du corps médical. Et c'est vrai qu'il n'a pas toujours été très bien perçu. Et moi, ce que je perçois, c'est que quand les personnes montent sur l'estrade, là où les offices se font, et qu'ils font leur propre témoignage, comme quoi, quand ils sont venus voir Joao, ils étaient dans un état de désespérance totale, et que là, ils se tiennent devant nous, et qu'ils font leur témoignage, et beaucoup de personnes viennent, ils deviennent des guides, où ils travaillent bénévolement en reconnaissance du fait que leur vie a été épargnée. Enfin, je comprends pas le point de vue de l'Église, quoi. Enfin, ils devraient au contraire rendre grâce à la limite. Voilà, c'est rendre grâce et approuver. Parce que c'est un peu comme un lieu comme Lourdes, par exemple, où des milliers de pèlerins s'y rendent, on va trouver ça normal. Enfin, je sais pas ce qu'en pense l'Église par rapport à ça. Et autant un lieu comme la Casa, ça fait de l'ombre, je comprends pas bien. Mais je pense qu'il y a une histoire de politique épiscopale, on va dire peut-être, ou de l'Église, quoi, parce que finalement Lourdes, peut-être Lourdes est reconnue, et Lourdes apporte quelque chose à l'Église que Joao n'apporte rien à l'Église. En fait, Joao est juste là pour, il guérit, mais il guérit même s'il y a des milliers et des milliers de personnes qui vont le voir, il guérit un petit peu dans son coin. Et c'est un peu comme quelque chose qu'on vendrait sans impôt, si on peut dire. À partir du moment où ça ne rapporte rien, et on est dans le déni total, quoi. Ce que je sais, c'est que Joao, lui, quand il fait ses soins, il ne demande rien du tout. Il ne veut rien en contrepartie, parce qu'il dit que c'est un don qu'il a eu, et s'il venait à faire payer quelqu'un, c'est comme s'il prenait le risque de perdre ce don. Il se renie lui-même, quoi, en gros. Voilà, en fait. Mais ceci dit, moi, ce que je vois, là, c'est mon côté cartésien qui prend le dessus, c'est que moi, c'est le résultat concret. L'Église, c'est vrai qu'on en entend du bien, il y a des bons comme des côtés moins bons, mais quelqu'un qui rend vraiment service à une bonne partie de l'humanité, qui permet à des gens de venir en fauteuil, ces personnes viennent en fauteuil roulant, ils repartent, ils laissent leur fauteuil parce qu'ils en ont plus besoin. Ça, c'est gros, quand même. Ils laissent leur béquille, ils laissent leur paire de lunettes, parce que ils venaient avec des troubles de vue, certains même ont perdu la vue, par exemple, et quand ils repartent avec leur vue, quoi. Et je me dis, mais comment est-ce qu'on peut oser
chercher à faire du tort à quelqu'un comme ça. Il dit, il ne le fait pas dans le but de se glorifier lui-même. Il dit, c'est pas lui qui soigne, c'est Dieu à travers lui. Oui, mais quelqu'un, je vais prendre un petit peu le problème à l'envers. Quelqu'un quelqu'un dont le karma est de subir telle ou telle chose. Est-ce que parce que j'imagine que Joao ne peut pas tout guérir. C'est pas parce qu'une personne va venir à lui qu'elle va être forcément guérie. Donc, c'est vrai que ça alors si on prend la chose comme ça, du style qu'une personne dont le karma est de subir telle ou telle souffrance ou telle chose, quoi, en fait, est-ce que comment que ça se passe quand Joao ne peut rien faire? Absolument, c'est vrai que ça fait partie des sujets qui sont vus, enfin que j'ai eu l'occasion d'observer aussi. Et comment dire, parce que quand on passe devant Joao, en fait, devant l'entité qui incorpore Joao, ce sont des choses que l'entité perçoit déjà même avant qu'on se présente devant lui, en fait. Et dans ces cas-là, il indique clairement à la personne, effectivement, le karma que la personne a eu est tel que on a eu le cas d'un monsieur qui, lui, était en fauteuil roulant, et j'ai posé la question à ma guide. Cette personne m'avait interpellée et je pose la question à ma guide. Je dis tiens, je sais pas, il y a quelque chose en cette personne qui m'interpelle et j'avais besoin de comprendre. Et ma guide m'explique que voilà, ce monsieur, ça fait des années qu'il vient à la casa et il aurait eu à avoir un karma assez conséquent par rapport à sa vie, voilà, assez lourd. Et là, il devait venir méditer par rapport à sa situation passée et qu'apparemment il en avait encore pour un certain temps avant de régler entre guillemets sa dette karmique et de pouvoir après pouvoir être prêt spirituellement à recevoir cette guérison. Mais ça se fera pas tout de suite. C'est dans le livre L'homme miracle du Brésil, l'auteur c'est Robert Pellegrino Estrich. Il explique que en fait il y a des personnes en échange de donner de soi-même, de faire le bien en retour. Les personnes doivent d'abord faire cette démarche de pardon qui va induire le pardon vis-à-vis d'elles-mêmes pour pouvoir ensuite prétendre à pouvoir être guéries. Ben oui, c'est ce qu'on dit. Il faut pardonner, se pardonner à soi avant de pardonner aux autres. Voilà. Il y a le travail. C'est une des importantes parts du travail qui est demandée. Et dans le livre L'homme miracle du Brésil, il y a un exemple assez intéressant qui justement est noté. Quand dans les plus jeunes années de Joao, il se faisait traquer et matraquer par notamment la police fédérale au Brésil, qui chaque fois, par exemple, un membre du corps médical venait le dénoncer auprès de ces membres de cette police fédérale et se faisait torturer, frapper, enfin, plutôt malmené. Et il s'est trouvé un jour, quelques années plus tard, un de ces membres de cette police fédérale qui lui en avait bien fait voir des misères, qui s'est retrouvé devant l'accumulation de ses problèmes de santé. Il s'est trouvé à faire partie de la foule qui venait voir à la casa. Et il a pensé pouvoir passer incognito. Oui. Il est venu quand même en disant, bon, voilà, je m'immisce dans la foule, ni vu ni connu, et dès l'instant où il s'est présenté devant Joao, donc l'entité qui incorporait Joao l'a reconnu dans le quart de seconde qui suit, l'a bondi de son siège en disant vous, je vous ai reconnu, vous avez fait partie des personnes qui m'ont fait tellement de tort, et il a fait mettre à témoin, il a présenté ce policier à toute l'assistance qui était là en disant voilà l'exemple de quelqu'un qui a des choses à se pardonner entre guillemets et à raconter son histoire. D'accord. Par rapport à comment est-ce que ce policier l'avait malmené et lui dit voilà maintenant en gros pour schématiser il dit voilà en gros voilà tu reconnais m'avoir fait du tort, m'avoir fait des actes de torture etc. et voilà qu'il te présente devant moi pour demander guérison. Est-ce que tu reconnais cela quoi? Et le policier a été un peu contraint de reconnaître un peu ce contexte et a été amené à faire son mea culpa. Et avant de guérir, il a fallu qu'il fasse tout un travail je cherche le mot pour
Pour se faire pardonner, c'est pas rédemption, mais il y a un mot. Je sais pas. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Voilà. On comprend le sens même sans mot. Voilà. Et en fait, donc pour générer le pardon, quoi, de se repentir. Voilà, je vais chercher le mot. Se repentir, d'accord. Voilà. On va marquer une première pause, Marie-Mireille. Okay. Et puis on se retrouve de suite après. De toute façon, tu réponds aux questions en fin d'émission, je pense, non? Oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, si vous avez des questions à poser, je vous invite à les inscrire dans le player du site et Marie-Mireille répondra en toute fin d'émission, en toute dernière partie. Voilà. Avec plaisir. À tout à l'heure. Voilà, on se retrouve donc pour la deuxième partie de notre émission avec comme invité Marie-Mireille qui vient de nous raconter un petit peu son voyage au Brésil à la rencontre de Joao, le médium qui se fait incorporer. Voilà. Alors Marie-Myriam, oh dis donc, tu n'es pas un petit peu chanteuse? J'ai une sœur jumelle qui porte ce prénom alors. Ah d'accord. Comme quoi. Je vous ai confondu toutes les deux, c'est mon côté médium aussi quoi. Voilà, c'est trop. Marie-Mireille, en fait, je voulais te parler un petit peu ou te poser des questions sur le côté financier du voyage. À savoir si les accompagnateurs sont rémunérés, s'ils payent leur voyage, etc., quoi. Mmh. Donc, oui. À combien t'es revenu le voyage et le guide, si tu l'as rémunéré? Le budget le plus important, c'est surtout le billet d'avion. Plus on s'y prend tôt, moins ça coûte cher, entre guillemets. Donc, quand on s'y prend 2 à 3 mois à l'avance pour réserver le billet, il faut compter dans les 900 à 950 euros. Moi, je l'ai eu à un peu moins de 1100 euros en comptant l'assurance rapatriement. D'accord. Et ça fait 1088 euros. Et le reste, en fait, l'hôtel Saint-Raphaël, qui est un des moins chers des hébergements là-bas, fallait compter une trentaine d'euros par jour en pension complète. Oui. Et si on multiplie par les 3 semaines, ça revient en gros à 640, 650 euros. Quoi qu'il nous avait fait payer dans les 620 euros. Donc avec l'histoire des cours plus ou moins, en fonction des cours. Mais bon, si on arrondit à 640 euros, ça couvre largement les 3 semaines. Et après, donc par contre, il y a les remèdes annexes comme, c'est des remèdes à base de plantes qu'on est amené à prendre. Il y a des soins qu'on appelle des bains de cristaux. Je ne sais pas si les auditeurs connaissent. Non, je ne connais pas. C'est un système de nettoyage en fait des corps subtils, des chakras. On est allongé sur un lit et donc c'est un système de lumière qui traverse un cône en cristal et qui correspond aux couleurs des 7 chakras principaux. Et quand ce bain de lumière est en action, ça nettoie en profondeur les chakras et ça permet une purification, une préparation du terrain avant de se présenter devant l'entité qui incorpore Joao. Et ça a un prix, ça aussi? Et voilà, par contre, c'est vrai que c'est les coûts annexes, mais qui sont quasiment dérisoires. Il faut compter peut-être dans les 250 euros à peu près quand on prend le coût des remèdes, des plantes et puis de ces bains de cristaux qu'on appelle. Donc, en fait, le voyage au total te revient en gros à 2000 euros, quoi. Voilà, 2000, 2200. Voilà, c'est surtout dans l'hébergement et le billet qui sont les plus importants. Mais ton guide, le guide, donc c'est Nathalie, parce que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Est-ce que tu l'as rémunérée ou est-ce qu'on la rémunère ou quelque chose comme ça? Voilà, et c'est celle qui prend la rémunération la moins élevée. Ah, donc elle est rémunérée déjà, ok. Oui. Donc c'est les frais d'accompagnement et puis c'est vrai qu'elle nous fait, elle nous permet de suivre, parce qu'il y a des règles à respecter par rapport aux soins qu'on suit à la casa. Oui. Et donc elle nous informe sur toutes les règles, comment les respecter, de manière à optimiser les soins que l'on reçoit. Elle gère toutes les traductions, parce que comme la langue officielle là-bas est le portugais, donc toutes les demandes qu'on est amené à faire, donc elle le parle un peu, elle se fait aider par les traducteurs qui sont là-bas, mais en tout cas, elle fait tout un travail de traduction qu'elle n'est pas obligée de faire, mais qu'elle fait
dans le souci à ce que ça se passe bien avec nous. C'est pas tous les guides qui le font, ça, par exemple. J'imagine. Voilà. Et donc, elle veille vraiment à ce que les règles soient respectées. Elle passe nous voir, par exemple, un des éléments des règles qui est important à savoir, c'est quand on reçoit un soin, que ce soit, il y a 2 types de soins. Les opérations qu'on dit invisibles et les opérations visibles. L'opération invisible, en fait, c'est une opération où on est convié à un certain nombre de personnes à être comme dans une situation de méditation, et ce sont les entités de lumière qui travaillent directement à travers nous, en fait. Et des personnes ont vu des tumeurs disparaître grâce à ce type de travail. Oui. Et donc c'est la base même du travail que permet Joao. Et les opérations visibles, entre guillemets, ce sont celles que Joao fait directement de manière visible, donc sur la personne, qui revient exactement au même qu'une opération invisible. Sauf là, il les fait de manière visible pour justement convier tous les comités scientifiques, le corps médical et toutes les personnes, les incrédules, entre guillemets, à constater vraiment le bien fondé de son travail. Ben oui. Et voilà, et quand on reçoit donc une de ces opérations, que ce soit visible ou invisible, on est tenu d'observer un temps de repos de 24 heures dans nos chambres, où on aura le droit de se lever que pour manger et pour aller faire les petits besoins, parce que pendant ces 24 heures, donc, les entités continuent à travailler et en même temps on récupère, parce que c'est très énergétique et c'est très puissant comme travail. D'accord. Donc mais là, elle veille, voilà, elle vient nous voir pour s'assurer que tout va bien. Si jamais on a besoin de quoi que ce soit, elle est là pour vraiment faire en sorte que ça se passe au mieux pour nous, quoi. Et elle s'investit vraiment, mais les corps et âmes, pour faire en sorte que ça se passe bien. Et franchement, la rémunération qu'on lui donne, c'est largement justifié, quoi. Elle s'élève à combien, si c'est pas indiscret? Elle, pour les 3 semaines, donc elle est à 100 € par semaine, ce qui revient à 300 €. 300 €, et après multiplié par le nombre de personnes qu'elle s'occupe, j'imagine. Voilà. Je vois la différence d'autres guides qui, là où elle est à 300 €, d'autres sont à 800 €, voire dépassent les 800 € et qui n'en font pas autant. Donc, oui, mais j'imagine qu'il y en a qui font ça, parce que bon, on va dire 300 € multiplié par 20 parce qu'elle s'occupe de 20 personnes. C'est ce que tu as dit au début, donc ça fait combien? 300 fois 2, ça fait 600, tu rajoutes 2 zéros, ça fait 6000. Oui, voilà. Voilà. Bon, là, à la limite, ça va pour 3 semaines, c'est. Voilà. Mais c'est qu'en fait, le fait c'est que pendant les 3 semaines où elle nous accompagne à Badiania, donc elle ne fait pas de consultation puisqu'elle ne reçoit pas en France, elle ne travaille pas, entre guillemets, en France, elle ne fait pas des consultations, elle ne fait pas ses conférences. C'est ce qu'on appelle un manque à gagner, quoi. Voilà. Donc c'est une forme pas de dédommagement, mais un défraiement, si on peut dire, parce qu'en fait, voilà. Oui. Par contre, ceux qui prennent 800 €, ça devient véritablement un commerce, là, pour le coup, hein. 800 € la semaine, 800 € la semaine multiplié par donc par 3, parce que ça dure 3 semaines, et après par le nombre de personnes. Là, voilà. Le cas des guides qui prennent dans les 800 €, il y en a qui gèrent 40 personnes. Si on fait le calcul, ça grimpe très vite à 32. Ah bah là, on se construit vite une maison, là. Hein. Voilà. Donc ce qui importe pour Nathalie, c'est qu'elle le fait, mais vraiment dans le but de rendre service et d'être dans le fait d'être utile. Et ça lui était indiqué par les guides qui la suivent, elle, comme quoi c'est une somme juste, donc elle ne prendra pas plus. D'accord, mais comment on peut savoir quel guide est bon et quel autre? Est-ce qu'il y a des groupements de guides, je sais pas moi, il y a quelque chose qui fait qu'on reconnaisse les guides entre parenthèses honnêtes? En fait, c'est vrai que bon, quand on est sur place, là j'ai eu l'occasion de le constater, dans l'hôtel où on est, il y a des personnes on les observe, ils sont dans les files, dans les groupes de personnes qui se font soigner, qui reçoivent des opérations comme nous, par exemple. Oui. Une des règles qu'on doit observer quand on suit une opération, c'est qu'on doit porter un chapeau pour pas être en contact direct avec le soleil. Ou quand on reçoit une opération, qu'on se fait opérer des yeux, on a l'obligation de porter des lunettes de soleil du matin jusqu'au soir pendant 8 jours.
On a eu des cas où des groupes entiers étaient la tête nue, quoi. Ils n'avaient pas de soleil, ils étaient en plein soleil. D'accord. Donc là où l'espace où on prend notre déjeuner, bon, il y a des secteurs qui sont bien éclairés par le soleil. Ils sont tous à table et ils n'ont pas leur chapeau. J'ai eu le cas d'une personne avec qui j'ai sympathisé avec un autre qui était affilié à un autre groupe. Je lui ai parlé de mon cas comme quoi j'avais eu une opération des yeux et la personne me disait qu'elle avait eu aussi une opération des yeux. Elle avait ses lunettes de vue normales. Je me suis dit, oula, comment se fait-il que tu n'as pas tes lunettes de soleil? Ah oui, parce que ça peut faire effet loupe là pour le coup et lui cramer les yeux. Hein. Voilà. Et manifestement, alors est-ce qu'il avait été au courant ou peut-être qu'il n'a pas suivi l'information aussi, j'en sais rien. Mais je me dis, mince, notre guide nous aurait vus comme ça, sans nos lunettes, elle nous aurait remonté les bretelles, enfin, façon de parler. D'accord. Et là, on s'est dit, oups, enfin là, ça ne nous concerne pas, c'est le guide qui gère son groupe. Et là, elle nous avait à l'œil, notre guide à nous, parce que si on n'avait pas nos lunettes, si on n'avait pas notre chapeau, c'était le cas d'une personne, par exemple, qui a intégré notre groupe cette année. L'année dernière, elle était venue aussi. Et par exemple, quand elle a eu à avoir son opération, ma guide qui avait fait sa connaissance à cette époque-là, la voyait se promener dans les couloirs alors qu'elle aurait dû être au repos de 24 heures. Et ma guide elle a posé la question, mais comment se fait-il que tu es dans les couloirs? Tu n'as rien à faire là, tu dois être à te reposer. Ah ben, elle n'était pas au courant. On dit, là, il y a un problème. D'accord. Donc, voilà. Bon, maintenant, moi, je me permets de parler de ma guide parce que c'est elle que je connais et que j'ai eu la chance de la voir et je sais que pour rien au monde, j'en changerai, quoi. Oui. Mais elle a vraiment fait son truc dans le, voilà, dans les règles de l'art parce que si elle s'est juste fait défrayer, quoi. Pour moi, c'est ça, hein, parce qu'en fait, il y a eu un manque à gagner dans des consultations qu'elle aurait pu avoir en temps normal, et en fait, quelque part, elle se fait rembourser de ses consultations, si on peut dire. Voilà. Se fait rembourser des consultations, puis je pense aussi par rapport à tous les frais, comment on appelle ça, quand quelqu'un a son affaire personnelle, à toutes les taxes, toutes les choses qu'elle doit se faire portionner. Enfin, je me demande si là, elle travaille pas, comme on dit, après coûtant, quoi. Mais oui. En tout cas, en matière de bénéfices, elle doit pas avoir grand-chose, quoi. Mais elle le fait vraiment pour répondre à la demande. Pour la bonne cause, on va dire. Voilà, pour la bonne cause, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est le point le plus important à la CASA, ce sont les règles qui sont nécessaires, vraiment primordiales à respecter. Et les guides sont là, entre autres, pour veiller au bon respect des règles, parce que c'est très strict. Ne pas les respecter, ça peut entraver le processus de guérison aussi. D'accord, donc les guides suivent une formation en quelque sorte alors? Ils sont accompagnés, ils ont toutes les informations. Je sais pas comment ça se passe pour elles, mais en tout cas, pour être habilités à être notre guide, ils ont tout un suivi, puis ils sont testés, j'imagine. D'accord. Mais elle ne peut pas être guide tant qu'elle n'a pas été habilitée par les entités de la CASA, par exemple. D'accord. Voilà, alors j'imagine que tu as rencontré Joao aussi. Ah oui. Alors, ça s'est passé comment cette rencontre? C'est assez fou parce que quand on est face à lui, c'est très très rapide. Il ne faut pas qu'on s'attende à ce que, comme on est reçu dans un cabinet d'un thérapeute, ça prend tout son temps et tout. Il reçoit entre 1000 et 2000, voire 3000 personnes en une seule journée. Donc c'est vrai que ça passe très très rapidement. Ce qui se passe, c'est que dans la foule qui est présente à la CASA, c'est comme il a déjà scanné chaque personne qui est présente. Il connaît toute la personne de son passé, de son présent, de son futur. C'est comme ça qu'il réalise, par exemple, quand la personne a un karma, elle va l'en informer en disant, voilà, ma fille, ma pauvre, là, il y a eu de telles choses que tu as été amenée à faire dans ta vie. Pour pouvoir bénéficier de cette guérison, tu vas avoir une contrepartie à donner, un travail à faire par rapport à toi-même et en fait, les personnes, quand elles passent, on passe en file indienne, quoi, devant l'entité, on a notre question, notre requête qu'on lui pose, et il nous donne une réponse en direct, mais c'est très très court comme laps de temps, ou alors on va suivre une opération, on est invité à suivre une opération visible ou invisible.
D'accord. Mais le contact est relativement court. Les personnes qui y vont, faut pas qu'ils s'attendent à être un quart d'heure devant l'entité, quoi. Non, mais ça n'empêche que nous, on le voit comme ça, mais il nous a déjà scanné, il connaissait tout de nous, et en fait, le travail qui va être fait va être en fonction de tout ce qu'il a vu par rapport à nous, quoi. D'accord. Et c'est ce en quoi je me dis que c'est une sacrée puissance par rapport à cet aspect de médiumnité, parce que ce qu'il fait à ce niveau-là, aucun médium n'est en mesure de le faire. Enfin, il nous traite entre guillemets, il s'occupe de notre cas, ça dure 2 minutes et demie peut-être, en passant directement devant lui, et ensuite, une fois qu'on est passé devant lui, c'est là qu'il nous donne les indications, si on se fait opérer, si on doit prendre un remède d'abord, si on doit préparer le terrain pour faire soit les bains de cristaux. Il y a une cascade qui est étonnante comme tout, une cascade sacrée qu'on appelle aussi, qui fait partie de l'organisation de la casa. Oui. Et il peut nous indiquer d'aller à cette cascade parce qu'il se passe aussi les entités de lumière sont aussi amenées à agir à travers nous. Beaucoup de personnes se font retirer leurs entités obsessionnelles, par exemple, en allant à cette fameuse cascade. D'accord. Donc ça a été ton cas alors? Ça a été mon cas, oui. C'est vrai que c'est aussi cet aspect, comme je disais, de part de travail à faire sur soi-même. Parce que moi, personnellement, je sais pas, je m'en suis pas vraiment rendu compte. J'ai pas de sensibilité encore suffisamment élevée pour réaliser si oui ou non quelque chose est parti. Mais la médium, Nathalie qui était avec moi, quand j'ai eu à passer sous cette cascade, c'est une cascade qui est très puissante. Elle a vraiment ressenti quelque chose. C'était vraiment parti. Ça s'échappe par la tête ou ça s'échappe par une partie du corps. Il y a des personnes qui sont plus sensibles en fonction de leur degré d'émotivité. Ils vont avoir l'impression que quelque chose leur est arraché du dos ils D'accord. ont des ressentis qui peuvent être très forts. Ben oui, j'imagine. Voilà. Et par contre, ce qui est vraiment important, c'est que quand on y va, parce que je ne sais pas combien de temps il reste par rapport à l'enregistrement de l'émission. On a un petit quart d'heure encore, à peu près. Voilà. Et en fait, le message par rapport justement à tous ces soins, ces guérisons qu'on est amené à demander, en fait, il ne faut pas avoir trop d'attente quand on y va par rapport aux soins qu'on demande. Le fait d'être trop dans l'attente, ça peut bloquer le processus. Ça peut, quand on a des résistances, c'est le fait que quand on y va, on y va vraiment dans une pleine confiance, en tout cas. Un peu comme ce principe de loi d'attraction où on est vraiment convaincu que la guérison, elle est acquise, et quand on y va dans un lâcher-prise total, qu'on est vraiment dans une pleine confiance, c'est ce que les entités attendent de nous aussi. Quand on est dans le doute, quand on est trop dans l'attente, quand on manque de lâcher prise, ça peut retarder le processus. D'accord. Ouais. D'accord. Et je sais que je serais amenée à y retourner. Moi, par exemple, en ce qui me concerne, si j'y vais, je tiendrai compte des leçons que j'ai apprises par rapport à ma première expérience. Il y a des séances de méditation auxquelles on est convié en allant à la casa. On est dans une salle, et quand on est dans ces sessions de méditation, on reçoit beaucoup aussi de la part des entités. C'est une manière de préparer le terrain pour être mieux préparé à recevoir la guérison. Par exemple, de procéder au maximum possible à faire le plus de méditation possible pour pouvoir être dans le lâcher-prise, être dans la confiance, de pouvoir faire ces soins annexes que sont les bains de cristaux, d'aller à la cascade. Oui, mais là, tu serais plus dans un processus de guérison, mais simplement de nettoyage pour le coup, parce que tu es censé être guéri si tu vas là-bas. Justement, c'est cette part de travail qui nous est demandée, parce que c'est tout un processus. On y va un peu, tu sais, comme dans les programmes informatiques qui sont blindés de cookies et qu'il faut nettoyer ces cookies avant d'avoir le programme qui s'assainit. En fait, quand on y va, on a notre paquet d'entre guillemets de cookies, en fait, de choses qu'il faut qu'on nettoie, et de pouvoir faire cette préparation de terrain, de pouvoir se nettoyer intérieurement et spirituellement, ça favorise davantage la possibilité d'avoir des guérisons dans les meilleures conditions. D'accord. C'est l'expérience, ce que j'ai appris de l'expérience
de ce que j'ai vécu là-bas. Moi, je vois, donc pour mon cas, j'avais une énorme attente, j'avais une très très grosse attente quand je suis partie là-bas. Il se peut que, le fait que j'ai pas eu, j'ai eu l'impression de pas avoir une totale satisfaction par rapport aux guérisons que j'ai reçues, que ça puisse aussi venir de là, le fait d'être trop dans l'attente. Du coup, c'est comme si on fait barrage, en quelque sorte. Oui, mais quelqu'un qui va faire barrage une première fois, il y a des fortes chances qu'il fasse un barrage une deuxième fois, quoi. En fait, le fait est, pas forcément, ça dépend. C'est vrai que, comment dire, il y a cette, on apprend justement ce lâcher prise. Quand on y va, on revient pas de la même manière. Quand on revient, on voit plus les choses de la même façon. Il y a une part de lâcher prise, de tolérance, d'amour aussi dont on s'est enrichi en fait quand on arrive de là-bas et quand on y repart, on sait que on va s'y prendre différemment. Et je sais que là, j'étais très étonnée au départ. J'ai une des personnes qui était dans notre groupe qui elle avait une problématique de vision. Elle était déjà partie, je crois que c'est peut-être la deuxième ou au moins, si ce n'est pas la troisième fois qu'elle est partie, au moins la deuxième fois sûre. Et l'année dernière, peut-être qu'elle avait, j'ai pas eu l'occasion d'investiguer au niveau de son histoire, mais quand elle est partie cette année, la première des choses qu'elle a fait, c'était pas de demander un soin tout de suite, mais d'aller en méditation, d'aller méditer. Et j'étais très surprise, j'ai dit, tiens, mais pourquoi elle va méditer? C'est une perte de temps, il faut qu'elle se fasse soigner, quoi. Et en fait, plus on est dans ces actions de se préparer le terrain, plus on se prépare à recevoir les soins dans les meilleures conditions. Et une des fois où elle est passée devant Joao pendant qu'on y était, Joao lui a clairement dit qu'elle était dans la bonne voie et qui est en voie de la guérison et qu'elle persévère, que ça va arriver. Et elle est dans une confiance totale que ça va se faire. Alors moi, j'en ai déduit que les personnes qui parviennent à avoir cette guérison instantanée, c'est parce que spirituellement, ils sont prêts. Oui. En fait, il faut être prêt. Il faut être prêt à guérir, tout simplement, quoi. Voilà. Mais il y a des personnes, c'est vrai que c'est peut-être consciemment ou inconsciemment, qui sont pas prêts à guérir, ou qui ont des résistances, ou qui peuvent avoir des doutes, ou qui sont pas dans le lâcher prise. Et du coup, dès l'instant que la personne est réceptive à cela, c'est là où ça laisse la voie à la possibilité de guérir. C'est vrai qu'il faut pas comme si il faut pas qu'on y aille avec la croyance de dire voilà, on va se présenter devant Joao et sur un claquement du doigt, ça y est, on est guéri dans la minute qui suit. C'est pas vraiment comme ça que ça marche. C'est tout un travail sur soi. Là, c'est tout un travail sur soi, de lâcher prise, de se nettoyer intérieurement, qu'on soit, je sais pas, spirituellement propre à l'intérieur, si je puis me permettre de dire ça comme ça, de manière à ce que après là, la guérison se fait, quoi. Et ce qui est fou, c'est quand on y va, le nombre de fois où je côtoie les personnes, on sent qu'ils sont blindés de préjugés, ils ont pas toujours le côté cœur, le côté d'amour, de pouvoir générer de l'amour autour de soi. Le nombre de personnes qui ne s'aiment pas, le nombre de personnes qui n'ont pas toujours un état d'esprit ou de la bienveillance dedans, c'est tout ça qui fait que quand on va aussi là-bas, ça permet de faire ce travail sur soi et de pouvoir réapprendre à s'aimer. J'étais très agréablement, j'étais touchée par une personne qui disait que quand on arrive là-bas, c'est vrai que l'impact énergétique est tel que c'est vrai que toutes ces barrières, c'est comme si elles tombent une par une et on manifeste de l'amour vis-à-vis de soi. Mais en même temps, c'est comme si on est prêt à ressentir tout ça. Si on n'est pas prêt, c'est pas évident. Mais ça nous aide aussi à nous rendre prêts, quoi. Mais oui, mais en même temps, quand tu parles de prêt à guérir, ça me fait forcément penser au fait que quand on est malade, on dit bien que le mal a dit, comme on dit. Et en fait, si la personne tombe malade, c'est que quelque part il y a eu des choses qui ont fait que un vécu, il y a il y a des choses de la vie qui font que justement on tombe malade. Et d'ailleurs on tombe malade en plus. Oui. Et donc le mot maladie porte bien son nom, hein, le mal a dit. Et donc en fait il faut comprendre le pourquoi on est tombé malade, donc se pardonner déjà,
et justement se préparer à être prêt, enfin se préparer à guérir en fait. En fait, c'est vrai que c'est un apprentissage de la vie, c'est une école de la vie et une école de notre vie à chacun d'entre nous. C'est en fait que quand on va là-bas, on peut pas tricher avec les entités. Les entités lumière. C'est comme si on était à une école où on est face à soi-même. On est transparent. Donc, voilà, tout ce qui fait qu'on a eu à construire des résistances, qu'on a eu à construire nos doutes, le défaut d'amour, en fait, on se retrouve comme si on était devant ça, à prendre tout ça en considération, de dire, voilà, la réponse de qui je suis, qu'est-ce que je fais, comment j'ai fait pour en arriver là, et ça nous fait réviser, comme faire une révision de tous ces aspects qui nous caractérisent, et c'est une manière d'apprendre à nous connaître, d'apprendre à générer l'amour véritable autour de soi, et c'est déjà ce qui ouvre la voie, la possibilité de se guérir. C'est tout un travail qui nous est attendu de faire sur nous-mêmes, et ça revient ni plus ni moins à construire l'amour autour de soi, de la bienveillance pour soi, et ne plus se détester, ne plus se faire du mal, consciemment ou non. Et quand on arrive là-bas, c'est une manière de se guérir aussi spirituellement soi-même. Et quand on y parvient, c'est un des plus beaux cadeaux de la vie. C'est vrai que c'est pas par hasard quand on fait la démarche d'aller voir Joao, c'est aussi dans ce sens, les personnes qui font cette démarche, c'est que il y a déjà une part du travail qui commence, une part du travail sur soi. Ça peut prendre le temps que ça nécessite de prendre. Mais on est amené à comprendre qu'on est un être à part entière, qu'on soit conscient, humblement parlant, de toute notre valeur, et qu'on arrête de se détester ou de se vouloir inconsciemment du mal, et que toute cette part d'amour, de pardon vis-à-vis de soi, parce que quand on pardonne l'autre aussi, c'est indirectement soi qu'on pardonne. Donc c'est toute cette démarche qui vise à faire preuve de bienveillance envers soi. Et plus on est déjà dans l'acceptation de pouvoir parvenir à ce stade, la guérison, elle suit parce qu'on a ce degré d'amour qu'on réinstaure en soi, en fait. Je sais pas si j'arrive à... Moi je comprends tout à fait. Hein. C'est une école où on reconstruit l'amour qui nous a soit manqué, ou alors qu'on le raffermit en soi, et c'est cette bienveillance envers soi, c'est ce regard bienveillant qu'on réapprend à poser sur soi-même qui permet la guérison, en fait. Parce que, du coup, on se retrouve à être dans la confiance, on n'est plus dans l'attente, on accueille, et on se dit, voilà, et cet effet de loi d'attraction, elle prend tout son sens, parce qu'on n'a plus de résistance, on n'a plus de mots négatifs, on n'a plus de doutes, et c'est simplement merveilleux, quoi. Et pour juste citer un exemple, on a eu une femme qui nous a fait un témoignage qui était assez poignant. En l'espace d'un mois, elle a fait 2 graves accidents de voiture qui l'ont laissée sur le carreau. Et la première fois quand elle s'était faite hospitaliser, elle a eu à se faire soigner, elle avait eu Joao qui lui est apparu. Bon, c'était dans son cas à elle. Et donc, elle a pu se sortir de cette première épreuve. Et la deuxième épreuve qu'il avait relaissée sur le carreau, donc là, un membre de son entourage lui a dit, voilà, c'était l'opportunité pour elle de se rendre à la casa, et savait pas du tout que ça existait. Et quand elle s'est présentée devant l'entité Joao, elle a réalisé que c'était celui qui lui était apparu. Bon. Et Joao, effectivement, était intervenu directement auprès d'elle. Comme quoi, quand il repère les personnes qui peut-être spirituellement sont prêtes, je sais pas, et qui lui a fait comprendre qu'effectivement, il était au courant de sa situation et qu'il l'attendait, en fait, à la casa. Mais oui. Par contre, il lui a dit que pour pouvoir la soigner, il lui a demandé de rester 2 mois là-bas. Le fait est, elle n'avait rien prévu pour pouvoir rester pendant 2 mois. Elle n'avait pas ce qu'il fallait, ni d'argent, ni rien. Elle répond que, mais enfin, j'ai rien prévu, il faut que j'aille travailler, etc., quoi. Et là, il lui est clairement dit, enfin, là, c'est son affaire, c'est elle qui gère, mais pour qu'on puisse la soigner, il faut qu'elle reste ces 2 mois. Bon, alors, du coup, c'était peut-être une manière de la tester, de voir son degré de confiance. Parce que pour savoir si elle était capable de rester, tout simplement. Voilà. Et elle a lâché prise par rapport à cet aspect où elle s'accrochait à son métier, le fait qu'il n'avait pas d'argent, etc. Et
curieusement, pendant ces 2 mois, non seulement elle a eu les personnes qui sont venues à elle, qui l'ont aidée, qui lui ont donné le gîte, le couvert, qui lui ont permis d'être soignée. Et du coup, elle a pu avoir ses soins pendant ces 2 mois. Et non seulement elle a eu ses soins, mais il lui a été présenté aussi celui qui partagerait sa vie. C'est une brésilienne, cette femme. Et il lui a été clairement apparu la personne qui devait partager sa vie, qui lui vivait aux États-Unis. Alors, manifestement, il devait être présent à la casa à ce moment-là aussi. Enfin, les circonstances se sont toutes réunies pour qu'ils puissent se rencontrer. Ils se sont mariés entre-temps. Elle fait les allers-retours entre les États-Unis et le Brésil. Ils ont construit un centre spirituel là-bas où justement elle vient en aide à toutes les personnes qui en ont besoin, comme ça s'est passé pour elle. Ouais, super. Voilà, elle était spirituellement prête à recevoir ses soins. Elle a lâché prise à ce moment-là. Elle s'est pas accrochée. D'accord. Eh bien, nous allons nous séparer le temps d'une page musicale et on retrouvera Marie-Mireille de suite après pour la réponse à vos questions. À tout à l'heure. Voilà, c'était Yannick Noah et son célèbre Angela. Voilà, alors on retrouve Marie-Mireille. Ça va, ça t'a plu, Marie-Mireille? Oui. Oh, je t'entends très mal, très loin là. Ah, et là, est-ce que tu m'entends mieux? Oh là, il faudrait que tu hausses ton son. Je sais pas ce qui se passe là. Je t'entends, mais alors loin. D'ailleurs, je t'entends plus. Je sais pas quand j'ai mis. C'est un peu mieux. Ouais. Tu veux pas parler plus près? J'essaye. Et là, est-ce que tu m'entends mieux? Un peu mieux encore. Alors, je sais pas comment ça se. Ah, il faudrait enlever la caméra. Attends, juste. Hop. Voilà, et tu te mets plus près du micro, ça devrait passer normalement. Là, j'ai le micro. Voilà, ou tu parles un peu plus fort et puis ça devrait aller. Voilà, alors on a plusieurs questions pour toi. Hein. Ah d'accord, très bien. Ben oui. Eh oui. Voilà, alors il y a Karine qui vient juste d'envoyer les messages. D'ailleurs, j'invite les personnes, si elles désirent poser des questions, à le faire soit sur la page Facebook où on a mis toutes les informations, tout ça, ou alors sur le player du site. Voilà, tout simplement. Donc, alors la première question, c'est est-ce qu'il y a plusieurs entités qui incorporent ou est-ce toujours la même? Est-ce qu'il sait qui l'incorpore? Voilà, en fait c'est la question. Voilà, si tu peux développer un petit peu. Oui, effectivement, il y a plusieurs entités qui sont présentes sur le site, notamment il y a le docteur Augusto de Almeida, il y a Oswaldo Cruz, il y a Don Ignacio de Loyola, enfin pour citer les principaux. Et en fait, à chaque fois, c'est une entité à chaque fois qu'il incorpore Joao en fait. Et lui, donc, et en fonction de l'entité qu'il incorpore, il a une personnalité différente. Par exemple, le docteur Augusto, c'est quelqu'un qui est réputé être assez carré, assez ferme, assez rigoureux. Il va avoir une attitude de quelqu'un qui va peut-être pas sourire beaucoup, ou qui va être très ferme, assez carré dans sa gestuelle, dans son regard. Et le docteur Valdevino, par exemple, il va être beaucoup plus détendu, plus souriant, et ça se sent dans son regard. Et on arrive à détecter quel type d'entité effectivement intervient en fonction de comment il se comporte en fait. Voilà, mais pour compléter un petit peu cette question là, est-ce que chaque médecin décédé, on va dire, parce que ce sont des entités, hein, des médecins. J'aime pas trop en plus ce mot là, entité. Voilà. Mais bon, chaque personne qui l'incorpore. Ont-ils une spécialité médicale, différente, quoi? Par exemple, il y en a un qui peut être chirurgien dentiste, l'autre peut être ophtalmo, l'autre peut être. C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion d'avoir cette information, cette précision-là, mais effectivement, c'est quand même pas mal. Oui. Effectivement, j'ai l'impression que chaque entité doit avoir sa spécialité. Bon, là, on s'en rend compte, par exemple, quand s'il fait ses offices le mercredi, jeudi et vendredi. Par exemple, le mercredi matin, une personne va se présenter devant lui, va avoir une requête, une question spécifique. Joao va demander de revenir dans l'après-midi ou le lendemain parce que c'est pas l'entité qui correspond à sa demande, par exemple. Et oui, ils doivent avoir chacun leur spécialité. Alors, par contre, laquelle, là, je vais pas être en mesure de
de donner cette précision-là. Voilà. Alors j'ai mis sur le la petite image que je fais à chaque fois que je reçois quelqu'un. J'ai mis un livre une couverture de livre sur Joao, donc Jean de Dieu, parce que en fait on lui donne les deux noms. Mais bon, à part le livre Joao de Deus, est-ce que tu connais d'autres livres? C'est une question de Karine Alexandre. Celui que je connais, donc le titre c'est L'homme miracle du Brésil, que notre guide Nathalie nous a recommandé, et qui est écrit par Robert Pellegrino Estrich. Et par contre, l'édition c'est alternatif, si je me souviens. Et en fait, ce livre, on peut se le procurer sur le site Boutique Bien-être. C'est une boutique qui est située en Suisse. Et c'est celui qui m'a permis d'avoir une plus grande connaissance de la vie de Joao, en fait. D'accord. C'est celui qui me semble a priori le plus exhaustif, le plus complet par rapport à sa biographie et sa manière de procéder. Et il y a un DVD qui l'accompagne aussi, qui est L'homme miracle du Brésil. Elle doit pouvoir le trouver soit sur Amazon ou dans la boutique Bien-être. Oui, qui est basé en Suisse. Ou même sur Price Ministère, il est à 24 €. Ah voilà. T'as vu? Je te devance. Voilà. Voilà, très bien. Très bien. Ouais. Alors parce qu'en fait il y a pas mal de livres sur lui, hein, quand même. C'est quand même quelqu'un c'est quand même quelqu'un de très connu, hein. Effectivement, puis d'ailleurs, ce qui est assez intéressant à observer, c'est qu'il y a beaucoup de personnalités qui vont le voir. Il y avait parmi ceux qu'on nous a indiqué, il y avait l'ancien président du Brésil, il y a Oprah Winfrey, celle qui fait la super présentatrice de la télé américaine, qui a aussi ses entrées. Ces personnes-là, entre autres, sont les grands contributeurs qui permettent au centre de fonctionner, entre autres. Et ce qui est bien, c'est qu'il fait de sélection en personnes. Ça peut être les plus riches comme les plus humbles. Chaque personne est accueillie. Voilà, la base virale VPS a été mise à jour. Alors, ça tombe pile poil. Oui. Voilà, au moins il n'y a pas de virus. Alors, le DVD que tu viens de citer, c'est Couleur Lumière, c'est ça? Non, c'est le même titre que le livre. Parce qu'il y a un DVD que je suis en train de regarder sur Internet. Là, il y a un DVD qui s'appelle Couleur Lumière. Couleur Lumière. Celui-là, par contre, je ne le connais pas, mais c'est le même DVD en fait qui s'appelle L'homme miracle du Brésil. Et ce qui est intéressant dans ce DVD, c'est qu'en fait, on voit vraiment, si à un moment donné, c'est assez intéressant à observer. Il y a le local, qui est présenté où tous les fauteuils roulants qui ont été laissés par ceux qui y étaient venus avec et qui n'en avaient plus besoin. Il y a toutes les paires de lunettes que les personnes avaient des problèmes de vue qui ont laissé sur place parce qu'ils n'en avaient plus besoin. Là, c'est un peu moins glamour, mais tous les flacons dans lesquels ils baignent dans les liquides conservateurs, il y a toutes les tumeurs qui ont été retirées et qui sont là pour démontrer que voilà, des choses ont été faites. C'est le genre de choses qu'on peut voir par le biais du DVD. C'est un bon complément du livre, en fait. Ben oui. Là, je viens de découvrir un autre livre, là. Jean de Dieu, Joao de Deus, par Heather Cumming et Karen Leffer. Ah, les autres, honnêtement, je les connais pas trop. Les autres, c'est vrai que c'est celui de Robert Pellegrino qui était notre référence à nous. Voilà, il est aux éditions Très Daniel. Ouais. Voilà, mais il y en a pas mal. Hein. En fait, il suffit de taper vous tapez Jean de Dieu sur Internet ou Joao de Deus et puis il y a de quoi faire. Voilà, il y a de quoi. Voilà, il y a exactement. Il y a de quoi. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi travailler, on va dire. Il y a de quoi travailler, tout à fait. Ouais. Je regarde s'il y a d'autres questions. Le fait est, c'est qu'en fait, pour donner un aperçu, le nombre de personnes qui va soigner en une journée, à titre de comparaison, ça correspond au nombre de personnes que va soigner un grand hôpital parisien en un mois, quoi, par exemple. Et c'est assez fou. Ben oui. C'est très puissant. Alors, il y a Niatri qui te dit comme ça, assez surpris d'apprendre que les guides soient autorisés à exiger de telles sommes. Ces gens-là décrédibilisent tout.
C'est un peu vrai, c'est ce que j'ai essayé de soulever un petit peu. Bon, non pas pour Nathalie, parce que la somme qu'elle a demandé, c'est pas non plus, c'est pas le Pérou, entre parenthèses. C'est un peu le minimum, quoi. Enfin, c'est le minimum. Mais effectivement, nous aussi, on était un peu surpris quand on a eu cette information-là, mais le fait est, moi, ce qui m'importe de voir, c'est que c'est le cœur avec lequel Nathalie elle fait son travail de guide et qu'elle nous accompagne, quoi. Et d'ailleurs, on était tellement touchés qu'on lui a fait un super cadeau à la fin. Puis c'est vraiment, elle joue un rôle de super maman pour nous, quoi. Enfin, elle est vraiment très proche de nous. Et c'est pas toujours le cas de tout le monde. Bon, enfin, je jette pas la pierre, hein, respect aux autres guides, hein, mais. Non, mais bon, et quand même, il faut quand même souligner. Donc, au moins, ça permet aux gens de faire déjà une présélection. Moi, j'imagine que les gens qui vont regarder, qui sont pas forcément à l'écoute ce soir, mais qui vont regarder le podcast, qui vont faire des recherches, vont tomber sur l'émission et une fois qu'ils auront écouté, ils pourront déjà se faire une idée et donc de faire très attention aux guides qui vont choisir. Voilà. Moi, je peux parler que de celle que je connais, avec qui je suis partie, qui s'appelle, là, je vais pas parler, de voir si je pouvais avoir son autorisation de citer son nom, mais bon, enfin, je sais pas si je peux me permettre. Est-ce que son site internet, il y a son nom dessus, son nom de... Oui, tout à fait. C'est Nathalie Ardanoui, A-R-D comme Daniel, A-N comme Nicole, O-U-Y. Voilà. Est-ce que tu peux donner le nom de son site? Parce que autant qu'ils aillent voir une personne qui ne fasse pas trop payer plutôt que de se faire arnaquer, quoi. Je sais qu'en fait, si vous tapez le nom Nathalie Ardanoui sur Google, vous allez tomber directement sur son site. Quelque chose comme natalieardanoui.com, mais enfin, je vais regarder ça. Attends, je vais en faire autant. Voilà, oui. Et c'est vraiment, en tout cas, ce que je retiens d'elle, c'est qu'elle est très rigoureuse dans sa manière d'accompagner. Elle a vraiment à cœur que le séjour se passe très bien. Puis d'ailleurs, elle nous a à l'œil et si on fait un écart dans notre conduite, elle nous le fait savoir, quoi. Ce qui est normal, hein. C'est pour notre bien. J'imagine qu'il y a des protocoles ou des choses comme ça. Voilà. Il y a des protocoles, il y a des règles à respecter et elle veille à ce qu'on les respecte à la lettre. Et c'est à ce prix-là que la guérison va se passer correctement aussi, quoi. Donc, tout à fait, j'imagine bien. Ouais. Tu as trouvé, non? Alors, je suis en train de noter. Voilà, Nathalie Ardanoui. Là, je vois. Écoute, moi, ce que je te propose, Marie-Mireille, c'est de mettre le nom de son site sur la page là où j'ai mis toutes les informations. Faut juste. Je vais tâcher de voir ça. On verra ça ensemble après l'émission et on mettra le lien de façon à ce que les gens puissent poser leurs questions, quoi. En fait, là, voilà. Donc là, j'ai ici, alors c'est Nathalie, tout en minuscule, Nathalie.ardanoui, A-R-D comme Daniel, A-N-O-U-Y.free.fr. Voilà. Il y a une question, une question que je t'ai pas posée. Il faut pas forcément être chrétien pour y aller. Un musulman peut y aller aussi, il n'y a pas de souci. Non, pas du tout. La seule chose qui amène les gens, c'est leur besoin d'avoir une réponse. D'avoir des guérisons. Il fait de différence entre personnes et c'est ça justement qui fait l'intérêt de Joao, c'est que il fait de différence entre personnes, riches, pauvres, musulmans, bleus, jaunes, verts. Il va sur Mars aussi. Pardon? Il va sur Mars aussi. Ah, ça va venir peut-être. Parce que tu m'as dit qu'il soignait les petits hommes verts. Ouais, c'est sûr. Non, mais vraiment, il fait de différence entre personnes et justement la nature de ses travaux, c'est il a à cœur de montrer au monde entier que voilà ce qu'il fait en toute humilité et il cherche à se prévaloir d'avoir de gloire en rien, quoi. C'est venez à moi, je vous donne ce que je peux vous donner et il y a aussi votre part de travail que vous faites, mais si vous la faites, la guérison a de fortes chances d'être au bout, quoi. Voilà. Je vais aller assez rapidement là pour lire le reste des messages parce que on arrive un peu à la fin de l'émission. Il est bientôt 21h. Il est 56 là qu'il est. Voilà. Alors il y a Mumia qui écrit: bonsoir Jeff, bonsoir Mireille, bonne émission, bisous à tous les deux. Vraiment, cette radio est formidable. Cette radio est formidable et c'est vrai, je le confirme. Super. C'est gentil. C'est gentil. Ça fait du bien. Hein. Mirou, merci beaucoup à tous les deux pour toutes ces infos et un petit cœur.
J'aime bien quand il y a des figures. Si j'ai pu apporter un petit éclaircissement aussi, qu'ils n'hésitent pas à me recontacter. Oui, mais il n'y a pas de souci. Tu vas Facebook, je peux toujours donner une information s'ils ont besoin, il n'y a pas de souci. Voilà. Après, il y a Mirou encore, quoi. On a posé des questions sur Facebook. Bah oui, je te les ai posées déjà. Ouais. Alors, Mathilde, superbe témoignage, tu vois. Merci. Voilà. Alors, voilà. Bonsoir, coucou. Je suis là, mais ça coupe sans arrêt. Non, bon, ça c'est. Il y a eu les orages il y a 2-3 jours là, et il y a eu des problèmes de. Ouais. Voilà, il y a des problèmes électriques et tout ça. Il y a plus de, je sais plus combien, je crois que c'est 600 000 familles qui étaient sans électricité. Ah d'accord. Oui. Quand même. Donc le réseau est un peu saturé, on va dire. Voilà. Alors, je vais voir le reste. S'il y a une autre question à commenter, Karine. Voilà, je vois qu'il y a Karine. Oui. Alors, il y a Karine qui demande s'il vient en Europe, si Joao vient en Europe ou c'est à nous d'aller le voir là-bas forcément. Alors, en fait, il y a les deux possibilités. Effectivement, il y a des pays où il vient en Europe, notamment en Autriche, j'ai notion. Il me semble qu'il doit venir en Suisse aussi. Il n'est pas autorisé à venir en France parce que, le corps médical étant particulièrement frileux dans le sens où il est considéré comme n'ayant aucune formation médicale de base, mais qu'il exercerait, il fait exercice illégal de médecine, entre guillemets, etc. Et donc, en fait, la France, il n'est pas la France est un pays où il ne vient pas à cause de ça. Mais alors, j'ai cru comprendre qu'il y aurait un centre qui serait en train d'ouvrir. Mais alors, ça va peut-être être pas pour tout de suite, mais plus les années qui viennent, où peut-être qu'il y aurait quelque chose de cet ordre-là. Enfin bon. Mais là, en Autriche, d'ailleurs, il était en Autriche il n'y a pas longtemps. Il a dû passer une petite semaine aux alentours du 12 mai, par là. Donc là, il doit être sur le retour au Brésil, là, mais ça arrive. Et c'est vrai qu'à l'occasion, il y a des occasions qui se présentent, il va vers les personnes qui n'ont pas toujours la possibilité, les moyens de venir au Brésil, effectivement. Alors, il y a Médeline là, qui demande, peut-on avoir les dates et les lieux de passage en Suisse, s'il te plaît? Voilà ce qu'elle dit. Là, c'est vrai qu'il faudrait que je creuse. Pardon. Faudrait que je creuse l'information parce que là, c'est vrai que j'ai pas ce type d'information. Faudrait que je me renseigne. Sinon, je sais qu'il y a une guide suisse qui s'appelle Julia André de mémoire, qui elle pourrait être en mesure de transmettre ce genre d'informations. Son site, je crois que c'est quelque chose comme casalumière.com. Casalumière.com. Oui, voilà. D'accord. Mais tout ça, tu pourras mettre sur le. On verra tout à l'heure pour. Oui, voilà. Hein, voilà. Il me semble qu'il y a mais bon, c'est vrai que moi, mon intérêt, c'était surtout d'aller au Brésil et aussi pour le côté dépaysement, quoi. Et l'intérêt aussi d'aller au Brésil, c'est que le site sur lequel la casa est construite est un site qui est un potentialisateur d'énergie énergétique en lui-même. C'est construit sur un gisement de cristaux de roche qui renforcent davantage le côté énergétique. Quand on arrive là-bas, mais on est rechargé constamment, à tel point que ça nous paraît normal et qu'on n'y fait plus attention. Mais ça, je m'en suis rendu compte quand je suis revenue en France parce que là, du coup, c'était plus du tout pareil. Et ça peut avoir tout son intérêt d'aller sur place au Brésil. Enfin, si c'est possible. Hein. Bien sûr, ça va de soi. Hein. Ouais. Mais c'est une expérience riche en elle-même, ne serait-ce que le simple fait d'y aller, quoi. D'accord, je valide. Oui, alors il y a Nicole qui nous est dommage, j'ai loupé la première partie. Ben oui, voilà, il fallait. Ouais, verra au niveau du il y a les podcasts, voilà, il y a les podcasts, Nicole. Donc il n'y a pas de souci. Tu vas sur la page, la page des podcasts. Normalement, ce sera en place demain. D'ailleurs, à ce propos, je vous signale que, et je vous rappelle que demain, il y a une toute nouvelle émission qui arrive sur la numérologie vietnamienne. Ah, super. Si vous voulez vous y inscrire, c'est bien sûr gratuit comme d'habitude. Hein. Et il reste, je crois, 2 places. Donc pour celles et ceux qui sont intéressés, ils peuvent s'inscrire en m'envoyant un MP par exemple ou un SMS au 06 98 80 40 37 quoi. Voilà, et bon, je voulais vous demander d'être un petit peu indulgent avec Claire parce que c'est sa toute première émission. Elle a un trac pas possible, mais ça va le faire. Je sais que ça va le faire. C'est super. Voilà, elle va mettre tout son cœur et puis elle va y arriver. Voilà, en tout cas, je serai là pour l'encourager. Oh, bien sûr, on sera là pour tous. Et en plus, elle viendra nous faire une émission, normalement, si tout va bien, le jeudi prochain.
Elle viendra nous parler de Feng Shui. Ah, ça c'est beau, ça aussi. Parce que c'est une spécialiste du Feng Shui. Donc ça, je pense qu'elle aura plus de facilité à le faire. Bon, affaire à suivre, dans le beau sens du terme. Eh ben oui. Bon, je fais un dernier petit tour pour voir s'il y a toujours des messages. Voilà, sur le player, il n'y en a plus. Bon. Et merci Mireille, c'était intéressant. Ah, super. Attends, j'ai pas fini parce que. Alors, merci Mireille, c'était intéressant. Je vais réécouter quand Jeff aura remis le lien. Bisous Breton. Voilà. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup à tous les auditeurs et puis j'espère que j'ai pu apporter quelques éclaircissements à vous tous quoi et puis je reste à disposition s'il y a une question. Il y aura besoin. Plaisir. Voilà, je te fais des gros bisous. Merci beaucoup. Gros bisous à toi, Jeff, et puis bisous à tout le monde. Oh là là, et donc je crois qu'il est temps que l'émission s'arrête parce que le débit, il y en a presque plus de ton côté. Ah, bon, d'accord. Voilà, je te fais des gros bisous, et puis je te dis à bientôt, quoi. À très bientôt, merci, Jeff. Merci. Voilà. Salut Marie-Mireille. Au revoir, merci. Voilà. Alors on va se quitter avec notre générique habituel et nous retrouverons après le tout premier numéro de notre nouvelle émission sur les rencontres et ça s'appellera À tout cœur. Voilà. Alors je vous dis à tout de suite.